C'est vraiment un plaisir pour moi d'intervenir cet après-midi et de pouvoir vous présenter la CNCDH et les travaux de la CNCDH en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Alors, je vais commencer en présentant la CNCDH. Je vais approfondir la présentation que vous en avez déjà faite. Donc, effectivement, la CNCDH est une institution qui a été créée sous la 4e République en 1947. C'est une des plus vieilles institutions indépendantes de la République et elle a été créée par René Cassin, qui est l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, René Cassin a eu une intuition assez géniale, en fait. Donc, quand il participait aux travaux de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme au niveau international, il s'est dit qu'il avait besoin d'un petit groupe d'experts, un petit groupe de réflexion pour l'aider à réfléchir et à négocier la rédaction de la Déclaration universelle. Et c'est comme ça qu'a été créée la CNCDH. C'est ce groupe de réflexion, ce groupe d'experts sur le droit international, sur les droits de l'homme. Voilà, ce petit groupe de départ en 1947 qui conseillait René Cassin. Et donc ensuite, on a bien sûr en 1948 l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations unies. Et le petit groupe de réflexion autour de René Cassin a prospéré pour devenir la Commission nationale consultative des droits de l'homme, vraiment formalisée en 1984. Alors, nous ne sommes pas tout à fait une autorité administrative indépendante. On n'a pas ce statut précis. On est assimilé à, donc parce qu'en fait, on est bel et bien une institution indépendante, mais on n'est pas une autorité administrative. On n'a pas d'autorité puisque la CNCDH a un rôle de conseil et de proposition, mais elle n'a pas, donc conseil et proposition auprès du gouvernement, mais elle n'a pas un rôle administratif et elle n'a pas non plus la capacité de recevoir des requêtes ou des plaintes de la part d'individus. Alors, sur le fonctionnement de la CNCDH, il est important de dire que nous sommes à l'articulation de l'international et du national. Notre ADN, c'est le droit international des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et toute l'histoire de la CNCDH est irriguée par la construction aux Nations unies d'un droit international des droits de l'homme. Et nous sommes une institution nationale des droits de l'homme au sens des Nations unies. Nous sommes accrédités auprès des Nations unies avec un statut A qui est le statut le plus élevé parce qu'on respecte toutes les recommandations des Nations unies sur les statuts des institutions nationales des droits de l'homme. Voilà, donc notre ADN, notre origine, elle est vraiment aux Nations unies, au niveau international. Et notre statut d'INDH au niveau international et notre accréditation aux Nations unies nous donnent un certain nombre de droits, de pouvoirs qui sont des pouvoirs de contrôle et de monitoring des engagements internationaux de la France en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire. Donc on a chargé de contrôler la mise en œuvre par la France des conventions internationales des droits de l'homme, que ce soit les 2 pactes droits civils et politiques ou droits économiques, sociaux et culturels, et les conventions des Nations unies sur la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, les discriminations raciales, les droits des personnes handicapées, la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. On a vraiment ce rôle de contrôle et on est en interaction permanente avec les organes des Nations unies pour faire un état des lieux de la mise en œuvre par la France de ces conventions. Et sur le même modèle que le modèle des Nations unies, on a un rôle comparable auprès du Conseil de l'Europe, même si c'est quelque chose qui est moins formalisé au niveau du Conseil de l'Europe, mais on contrôle de la même manière la mise en œuvre par la France des conventions qu'elle a ratifiées, des conventions du Conseil de l'Europe qu'elle a pu ratifier, et on a la possibilité d'intervenir en tant que
que tierce intervenant auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Donc ça, c'est le volet international. Et ce volet international vient nourrir en fait un rôle, une mission au national. Et notre mission au national, c'est de conseiller le gouvernement et le Parlement en matière de droits de l'homme. Parce qu'on a cette expertise qui nous est conférée par les Nations Unies et le Conseil de l'Europe, on a une vision large, une vision assez complète de l'état des droits de l'homme en France aujourd'hui, de la mise en œuvre des droits de l'homme en France, des violations des droits de l'homme en France. Et parce qu'on a cette connaissance, on nous a confié le rôle de conseiller le gouvernement pour améliorer les politiques publiques, améliorer les dispositions législatives pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande effectivité des droits de l'homme aujourd'hui en France. Donc on a ce rôle de conseil auprès du gouvernement et des assemblées. Et ce rôle de conseil, il prend une forme particulière dans certains domaines, puisque pour certaines thématiques, pour certaines politiques publiques, on a un rôle de rapporteur national indépendant. Et c'est le cas pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la traite des êtres humains, mais c'est le cas aussi pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est le cas pour le respect, l'effectivité des droits pour des droits des personnes handicapées. C'est également le cas pour la mise en œuvre du droit humanitaire international, la question de entreprise et droits de l'homme. Et je pense que j'ai fait le tour de nos mandats de rapporteurs indépendants. Mais voilà, au-delà de ces mandats de rapporteurs qui sont très formalisés et qui nous permettent d'avoir un contrôle sur la mise en œuvre des politiques publiques, mais aussi un rôle de co-construction des politiques publiques avec les pouvoirs publics et les administrations, on peut se prononcer sur tout projet de loi, toute proposition de loi, toute disposition, toute mise en œuvre d'une action qui a trait aux droits de l'homme. Voilà. Pour mettre en œuvre ces différentes missions, la CNCDH a un fonctionnement qui est assez particulier, assez original dans le paysage des institutions françaises, parce que la CNCDH, c'est une institution pluraliste et collégiale. Elle est composée de 64 membres répartis en 3 collèges. Donc, brièvement, un premier collège qui est un collège dit de personnalités qualifiées, donc avec des experts de différents horizons qui ont une compétence particulière dans un domaine lié aux droits de l'homme. On a des magistrats, des avocats, mais aussi des historiens, des sociologues, des anthropologues. Siègent également dans ce collège les représentants des grandes religions présentes en France, catholicisme, les catholiques, les musulmans, les juifs, les protestants, et on a également la libre pensée. Et dans ce collège siègent aussi les membres français des comités internationaux des droits de l'homme. Deuxième collège, 30 personnes qui représentent la société civile française, avec les syndicats, donc les syndicats représentatifs en fonction des résultats aux élections professionnelles, et les ONG de défense des droits de l'homme, qu'elles soient généralistes du type Ligue des droits de l'homme ou Amnesty International France, ou qu'elles soient plus spécialisées, la LICRA pour la lutte contre le racisme, l'Inter-LGBT pour les droits des personnes LGBT, la voix de l'enfant pour les droits de l'enfant. Voilà, on a un panel assez large, assez représentatif de la société civile française en matière de défense des droits de l'homme. Et enfin, on a un petit collège de 4 personnes qui sont des membres de droit, le défenseur des droits, un député, un sénateur et un représentant du Conseil économique, social et environnemental. Donc voilà, donc ça fait 64 membres qui travaillent vraiment de manière collégiale. L'idée étant que le travail de la CNCDH, les avis de la CNCDH
puissent être représenter le plus possible la pluralité de la société française et on prenne en compte cette pluralité dans les recommandations et les avis de la CNCDH. Élément très important, la CNCDH est une institution indépendante. Ça veut dire qu'elle ne reçoit aucune directive du gouvernement. Elle agit en toute indépendance et en gage de cette indépendance, la CNCDH peut s'autosaisir de tout sujet relatif aux droits de l'homme ou au droit humanitaire international. Elle choisit ces sujets de sa propre initiative. Alors bien sûr, comme on est conseil du gouvernement, le gouvernement, un ministre, peut nous saisir d'une question particulière si il estime qu'il a besoin, dans la construction d'une politique publique ou en prévision d'un projet de loi, il a besoin d'une expertise particulière en matière de droits de l'homme. Donc, bien évidemment, le gouvernement peut nous saisir et nous répondons aux saisines du gouvernement, mais le gage de notre indépendance, c'est l'autosaisine. Voilà, dernier point sur la présentation de la CNCDH peut-être. On a également une mission d'éducation aux droits humains, qui est une mission titanesque, puisque c'est éduquer aux droits humains de la naissance jusqu'à la fin de vie, que ce soit auprès des enfants ou auprès des professionnels. Donc ça, c'est vraiment un gros chantier qu'on essaie de mener le mieux possible de l'éducation aux droits de l'homme à l'école, ou pour un public adulte ou pour un public de professionnels, en participant à un certain nombre de formes, en participant à des colloques, à des séminaires, en intervenant dans des programmes de formation continue pour faire de la sensibilisation aux droits de l'homme. Donc voilà sur la présentation de la CNCDH de manière un petit peu succincte, parce qu'on pourrait, je pense, passer 2 heures sur la CNCDH et son fonctionnement. Mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'est la CNCDH. Et si vous voulez en savoir un peu plus, il y a un site internet cncdh.fr, c'est très simple. Et on y trouve pas mal d'informations. Voilà, alors sur la question de la traite des êtres humains, pour commencer, je voudrais revenir sur quelques éléments de définition. Alors, avant de parler de ces éléments de définition de ce qu'est la traite des êtres humains, alors je crois que vous n'êtes pas forcément tous au même niveau sur la définition de la traite des êtres humains. J'imagine que les étudiants qui participent à la clinique sont très, très au fait de cette définition, mais peut-être que pour d'autres, c'est un peu plus flou. Donc, c'est pour ça que je reviens sur les éléments de définition. Pourquoi la CNCDH s'est intéressée à la question de la traite des êtres humains et pourquoi est-ce que la CNCDH est devenue rapporteur national indépendant sur la traite? C'est parce que si on lit la Déclaration universelle des droits de l'homme et notamment son article 4, que je vais vous lire. Donc, article 4 de la DUDH, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Donc, on voit bien dès 1948, et en fait même avant, si on faisait un peu d'histoire, on voit bien que l'interdiction de la traite, l'interdiction de l'esclavage, c'est une interdiction absolue posée par le droit international des droits de l'homme. Et pourquoi cette interdiction est posée? C'est parce que la violation de cette interdiction, le fait de réduire en esclavage ou le fait d'exploiter les êtres humains est considéré comme une violation parmi les plus graves des droits de l'homme. L'interdépendance des droits de l'homme fait que lorsqu'une personne est victime de traite des êtres humains, elle voit plusieurs de ses droits fondamentaux violés en même temps. Que ce soit une violation de sa liberté d'aller et venir, une violation de son intégrité physique, la violation du droit à avoir des conditions de travail justes et favorables, le droit à la protection de la santé. Et c'est
au final, c'est la dignité même de la personne qui est violée. Et c'est pour ça que la violation de l'interdiction de l'esclavage ou de la réduction en esclavage est vraiment considérée comme une, une violation multiple des droits fondamentaux, une violation plurielle majeure des droits fondamentaux de la personne humaine. Alors, si je reviens sur la définition de la traite d'un point de vue un peu plus juridique, on a 3 textes importants qui viennent définir ce qu'est la traite des êtres humains. Le premier de ces textes, c'est le protocole additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Pour aller plus vite, c'est ce qu'on appelle le protocole de Palerme, qui a été adopté par les Nations unies en 2000, qui a été ratifié par la France en 2002 et qui est entré en vigueur en 2003. Le protocole de Palerme définit la traite dans son article 3. Je vais revenir sur ce que dit le protocole de Palerme dans un instant, mais pourquoi ce texte est important? C'est parce que c'est un texte qui vient vraiment mettre des mots, mettre une définition juridique sur un phénomène qui existe depuis des siècles. Mais alors, on avait eu des prémices au moment de la Société des Nations avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des textes de l'Organisation internationale du travail qui venaient condamner l'esclavage ou le travail forcé. Mais le protocole de Palerme, c'est vraiment la première fois qu'au niveau international, dans l'enceinte des Nations unies, les États vont se mettre d'accord sur une définition de ce qu'est la traite des êtres humains et vont poser des mots et des interdictions sur un phénomène qui existe depuis des siècles. Ensuite, on a un deuxième texte qui est extrêmement important, c'est la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dite Convention de Varsovie. Donc, c'est un texte du Conseil de l'Europe qui a été adopté en 2005, mai 2005, qui est rentré en vigueur en 2008 et qui a été ratifié par la France en janvier 2008. Et là, la définition de la traite figure à l'article 4 de la Convention. Cette Convention, elle apporte une pierre supplémentaire à l'édifice en ce qu'elle est vraiment centrée sur la victime et la protection de la victime de traite des êtres humains. Voilà, il y a la Convention de Varsovie, elle entraîne un certain nombre d'obligations pour les États de protéger et accompagner les victimes. Elle confère un certain nombre de droits aux victimes de traite des êtres humains. On n'est plus seulement dans la lutte contre la traite, dans la lutte contre le phénomène criminel, on prend en considération la victime de traite des êtres humains. Et enfin, le troisième texte international qui est important, et c'est sur celui-là que travaille la clinique du droit, c'est la directive 2011-36 de l'Union européenne, qui donc a été adoptée le 5 avril 2011 et qui a trait à la prévention de la traite des êtres humains et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes. Voilà. Cette directive, elle n'apporte rien, je dirais qu'elle n'apporte rien de nouveau par rapport aux 2 textes précédents, mais au niveau européen et au niveau national en France, c'est un texte qui est vraiment important parce que, contrairement aux 2 premiers, protocole de Palerme et Convention de Varsovie, elle a un caractère contraignant. Les États membres de l'Union européenne sont obligés de transposer la directive. Donc, il y a une obligation des États membres à mettre en place un certain nombre de choses. Et pour la France, ça a été particulièrement important parce que c'est grâce à la directive de 2011 qu'on a enfin introduit dans le code pénal français une vraie définition, une définition correcte de ce qu'est la traite des êtres humains. Il a fallu attendre 2011 la directive et 2013 la transposition de la directive pour avoir en France, enfin, dans le code pénal français, une définition correcte de ce qu'est la traite des êtres humains. Alors avant, on avait déjà des éléments
dans le code pénal, il y avait déjà eu un certain nombre de dispositions sur l'esclavage, le travail forcé, mais ça n'était pas des textes assez complets. Et l'adoption du protocole de Palerme, la ratification du protocole de Palerme ou la ratification de la Convention de Varsovie n'avait pas suffi à ce que la France adopte cette définition. Et même au-delà de ça, certains d'entre vous doivent le savoir, mais la France avait été condamnée en 2005 par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle ne bénéficiait pas d'un dispositif législatif qui permettait de sanctionner les faits de traite des êtres humains. Donc, c'est l'affaire Siliadin contre France, avec un arrêt très célèbre de la Cour européenne des droits de l'homme, donc 2005. Et entre 2005 et 2013, toujours pas d'introduction d'une définition de ce qu'est la traite des êtres humains dans le code pénal français, malgré d'autres condamnations de la France par la Cour européenne et malgré tout ce que les associations de lutte contre la traite, la CNCDH ont pu faire à partir de 2005 pour faire du plaidoyer pour l'adoption d'une définition de la traite des êtres humains dans le code pénal français. Voilà, donc il a fallu il a fallu un certain nombre d'années pour qu'on y arrive. Et si on y arrivait, c'est parce qu'il y a eu une directive européenne et que la directive, elle est contraignante et qu'il faut la transposer. L'autre avantage de la directive européenne, c'est qu'elle permet une coopération entre les États. Et elle permet aussi, au niveau européen, au niveau de la Commission européenne, elle a permis la mise en place d'un coordinateur pour la lutte contre la traite des êtres humains et donc la mise en place d'une stratégie de lutte au niveau européen et une sorte d'embryon de politique publique européenne de lutte contre la traite des êtres humains. Donc ça aussi, c'est un apport extrêmement important de la directive européenne. Alors maintenant, donc on a ces trois grands textes qui vraiment permettent de définir la traite des êtres humains et ont permis, entre 2000 et 2013, qui ont permis à la France de reconnaître ce phénomène, de lui donner une définition juridique et par là même de commencer à le prendre en charge au niveau des politiques publiques et d'essayer de lutter contre ce phénomène, de le réprimer et de prendre en charge les victimes. Alors, si je reviens sur la définition de la traite, donc la première définition, et qui en fait a été reprise par la suite par la Convention de Varsovie ou par la directive européenne, c'est celle du protocole de Palerme, l'article 3. Je vais vous la lire. L'expression traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend au minimum l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail et les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Pour faire simple, la traite des êtres humains, c'est trois éléments. Un élément qui est l'objectif de la traite, la finalité de la traite. La finalité de la traite, c'est toujours l'exploitation. Donc voilà, c'est l'exploitation d'un être humain pour en tirer du profit. Cette exploitation, elle peut prendre différentes formes. Exploitation sexuelle, exploitation par le travail, incitation à commettre des délits, mendicité, trafic d'organes, mariage forcé. Voilà. L'exploitation a plusieurs formes, mais elle est toujours la finalité de la traite des êtres humains. Pour atteindre cet objectif, cette finalité, on a les deux autres éléments qui sont constitutifs de l'infraction de traite, des moyens et des activités. Donc, les activités, c'est le recrutement, l'hébergement, l'accueil, le transport, le transfert d'une personne. Et les moyens,
ce sont, alors attendez, pardon, je reprends mes petites notes. C'est les moyens d'imposer l'exploitation, donc la contrainte, qu'elle soit physique ou psychologique, l'abus de la vulnérabilité. Là encore, les moyens peuvent prendre différentes formes. La fraude, la tromperie, l'abus de pouvoir, etc. Pour que la traite soit caractérisée, il faut vraiment qu'on ait les 3 éléments et qu'on puisse caractériser les 3 éléments, à une exception. En cas de traite de mineurs, il suffit qu'il y ait 2 éléments, l'activité et l'exploitation. Il n'y a pas besoin de moyens pour caractériser la traite des mineurs. On considère que dès l'instant où la personne exploitée est mineure, il y a forcément non-consentement. Donc, il n'y a pas besoin d'un moyen pour avoir trompé le consentement. Il n'y a pas de consentement d'un mineur, par principe. Voilà. Alors, je vois que le temps passe un peu. Donc, éventuellement, si vous voulez, après, au moment des questions, on pourra revenir sur la définition de l'exploitation des êtres humains. Voilà, quelles sont les différentes formes d'exploitation et quel peut être le continuum de l'exploitation. Parce qu'on a des degrés différents dans l'exploitation, avec un degré extrême qui est l'esclavage, et des formes d'exploitation qui sont moins graves, moins importants, mais qui constituent quand même des formes d'exploitation. Et il y a un certain nombre d'enjeux sur la manière dont on définit l'exploitation, qu'est-ce qui va définir l'exploitation, et par là même, qu'est-ce qui va pouvoir caractériser la traite des êtres humains. Mais voilà, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors, une fois qu'on a parlé de cette définition de la traite des êtres humains, je voudrais revenir sur un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir quand on entend parler de traite des êtres humains, qui sont un peu des stéréotypes ou des idées reçues. Et en fait, quand on examine la définition de ce qu'est la traite des êtres humains, on se rend compte que les choses sont un peu plus compliquées. Donc, la première idée reçue qu'on peut avoir, c'est que la traite a forcément un caractère transnational. Pour qu'il y ait traite des êtres humains, il faut qu'il y ait une infraction transnationale. Alors, en fait, pas du tout. Et la Convention de Varsovie et la directive européenne sont très claires là-dessus. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une criminalité transnationale organisée pour qu'il y ait traite des êtres humains. Il peut y avoir traite des êtres humains en interne dans un pays, et il peut y avoir traite des êtres humains en interne en France sans avoir des réseaux de criminalité transnationaux. Voilà, donc et j'aurais tendance à dire en fait que c'est dans la majorité des cas, en fait, on a de la traite nationale, sans caractère transnational. La traite et l'exploitation des êtres humains ne relèvent pas systématiquement de la criminalité organisée. On a cette image de réseaux criminels très, très organisés, tentaculaires, qui organisent la traite des êtres humains. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les cas de traite des êtres humains, on se rend compte que pour certaines formes d'exploitation, c'est de la traite des êtres humains qui est commise par un ou deux individus sans que ce soit très organisé. Et c'est notamment le cas pour la servitude domestique et la traite à des fins d'exploitation domestique. On a un couple, une famille qui exploite une personne sans que derrière, il y ait tout un réseau qui soit là. Voilà. L'exploitation sexuelle serait la forme la plus répandue. La traite à des fins d'exploitation sexuelle serait la forme la plus répandue de traite des êtres humains, voire même la traite des êtres humains, c'est quasi exclusivement de l'exploitation sexuelle. Il y a énormément de formes d'exploitation et donc énormément de formes de traite des êtres humains.
Si en France, si en Europe, il est vrai que la traite à des fins d'exploitation sexuelle est largement majoritaire, c'est la forme la plus développée en France et en Europe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes d'exploitation et ça ne veut pas dire qu'au niveau mondial, ce soit tout à fait la même chose. En réalité, au niveau mondial, c'est le travail forcé et la traite à des fins d'exploitation par le travail qui est la forme la plus répandue de traite. Voilà. Mais en France et en Europe, on a tendance à considérer que voilà, traite égale exploitation sexuelle, traite égale prostitution. Ce qui pose problème parce qu'en fait, on ne voit pas, on refuse de voir les autres formes de traite. Et peut-être que nos chiffres sont un peu faussés à cause de ce biais. On a tendance à trop considérer que la traite, c'est forcément de l'exploitation sexuelle. Autre idée reçue, la traite, ça concerne que les étrangers, ça concerne que les personnes migrantes. Là encore, en France, en Europe, mais vraiment dans une moindre mesure en Europe. En France, oui, effectivement, les victimes de traite des êtres humains, ce sont des victimes étrangères, bien souvent des personnes en situation irrégulière, mais ça n'empêche qu'il y a énormément de victimes de traite qui sont françaises ou dans d'autres États de l'Union européenne. Il y a des ressortissants nationaux qui sont victimes de traite et d'exploitation. Donc non, ça ne concerne pas que les étrangers. Alors, et dernier élément qui n'est pas tout à fait une idée reçue, mais auquel il faut faire attention et pour lequel il faut bien faire la distinction, c'est la traite des êtres humains et le trafic de migrants, c'est deux choses différentes. Et alors, on a tendance à penser que le trafic de migrants, c'est de la traite des êtres humains. Et j'ai même entendu à plusieurs reprises des magistrats français qui font cette confusion, qui quand ils ont des affaires de trafic de migrants, ils peuvent avoir tendance à considérer que c'est de la traite. Non, c'est différent. Le trafic de migrants, c'est une violation du droit des étrangers, du droit des étrangers, c'est une violation des règles d'un État. La traite des êtres humains, c'est la violation des droits de la personne humaine. L'infraction, elle est commise contre une personne, elle n'est pas commise contre un État. Et si il est vrai que les migrants, les personnes en situation irrégulière, parce qu'elles sont plus vulnérables, sont plus sujettes à être victimes de traite des êtres humains, on ne peut pas assimiler les deux. Et même s'il est vrai que les trafiquants, les personnes qui font du trafic de migrants font bien souvent aussi de la traite des êtres humains, les deux ne sont pas superposables. On a vraiment deux infractions différentes et deux phénomènes différents. Donc voilà sur les éléments un peu de définition et les contours de ce qu'est la traite des êtres humains. Est-ce que je poursuis ou est-ce que vous voulez qu'on interrompe éventuellement pour des questions à ce stade-là? Je pense que vous pouvez continuer, bien Okay. sûr, et les questions seront posées après. On a tout notre temps de notre côté. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, dans un second temps, je voudrais vous donner un petit aperçu du phénomène de la traite en Europe et en France. Donc, ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est que la traite des êtres humains, on constate que la traite des êtres humains, depuis une quinzaine d'années, est une activité en expansion, que c'est une forme de criminalité qui est très, très profitable, c'est pour ça qu'elle est en expansion. Et aujourd'hui, on considère que c'est la troisième forme de criminalité la plus lucrative après le trafic de drogue et la contrefaçon. Sur l'Europe et sur la France, il faut avoir en tête que l'Europe et la France sont à la fois des territoires, des pays de transit et de destination des victimes de traite, mais qu'il existe aussi de la traite et de l'exploitation en interne.
Alors, sur le panorama européen, pour ceux que ça intéresse d'avoir des éléments sur la traite dans l'Union européenne, il faut aller voir sur le site de la Commission européenne, le site du coordinateur européen de lutte contre la traite, où là, il y a tout un tas d'informations, de données sur le phénomène, d'informations sur ce que fait l'Union européenne pour lutter contre la traite. Et on a également des informations État par État. Il y a un site qui est très, très complet. Alors, la traite dans l'Union européenne, c'est en 2018, donc les dernières données disponibles, 14 145 victimes identifiées par les autorités des États membres. Et j'insiste sur identifiées par les autorités. Une des spécificités de la traite des êtres humains, c'est que les victimes sont bien souvent invisibles. Donc, dans les chiffres officiels ne sont pas le reflet de la réalité. Les autorités appréhendent un tout petit nombre de victimes et on n'a pas une photographie exacte du phénomène. Mais c'est les seules données dont on dispose. Donc 14 145 victimes et c'est un chiffre qui est en augmentation depuis une dizaine d'années. Alors peut-être parce qu'on identifie mieux les victimes, parce qu'on a une directive et parce qu'on a un coordinateur et parce qu'on a une stratégie. Donc peut-être qu'on les identifie mieux et que c'est pour ça que les chiffres augmentent. Mais peut-être aussi que c'est parce que le phénomène augmente. Alors, sur ces 14 145 victimes, 72% sont des femmes. Donc ça, c'est une constante. Les femmes sont les premières victimes de la traite des êtres humains. 22% des victimes en Europe sont des mineurs. Ce qui est intéressant de noter, c'est que 74% de ces mineurs victimes sont des citoyens de l'Union européenne. Donc, ce sont des mineurs européens, pour la plus grande part, qui sont exploités dans l'Union européenne. La plupart d'entre eux, 64%, ont été exploités sexuellement. Et la majorité de ces mineurs sont des filles, 78%. Des mineurs victimes sont des filles. Autre élément intéressant à noter, enfin que moi je trouve intéressant, 49% des victimes de traite dans l'Union européenne sont des ressortissants de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'on a vraiment en France c'est différent, mais au niveau de l'Union, la majorité des victimes, ce ne sont pas des personnes étrangères, ce sont des Européens et des Européennes. Et la majorité d'entre elles ont été exploitées dans leur propre pays. Sur les différentes formes de traite dans l'Union européenne, donc je vous le disais, d'après les données dont on dispose, la première forme d'exploitation, c'est l'exploitation sexuelle. À 60%. 60% des victimes ont été exploitées sexuellement. La deuxième forme d'exploitation, c'est l'exploitation par le travail, 15%, avec des secteurs qui sont particulièrement à risque, l'agriculture, la construction, le bâtiment, la collecte des déchets et le travail domestique. Et ensuite, pour les 25% restants, c'est des formes d'exploitation assez diverses. La contrainte à commettre des délits, la mendicité forcée, les mariages forcés. Et on a quelques cas de trafic d'organes. Dans le dernier rapport de l'Union européenne, l'Union soulevait certains points d'inquiétude, de préoccupation, qui sont des points de préoccupation qu'on a également en France. La première inquiétude, c'est la capacité des criminels et des réseaux criminels à adopter de nouvelles méthodes et à utiliser les nouvelles technologies, Internet et les réseaux sociaux pour recruter
leurs victimes. Il y a une vraie inquiétude sur ce point-là et la crise sanitaire a encore renforcé cette inquiétude. Voilà, il y a une capacité des réseaux à s'adapter aux nouvelles législations et aux politiques qui sont mises en place par les différents gouvernements et à contourner ces dispositifs en utilisant les nouvelles technologies, en utilisant Internet et les réseaux sociaux. Le deuxième point de préoccupation au niveau européen, c'est la question des migrations. Donc, j'en disais quelques mots tout à l'heure. Les personnes migrantes, parce qu'elles sont placées dans une situation de particulière vulnérabilité, sont des proies faciles pour les criminels et sont donc plus susceptibles d'être victimes de traite des êtres humains. Et la crise migratoire que l'Europe a connue et connaît encore dans une moindre mesure depuis 2017-2018 a contribué à accroître le phénomène de traite et les migrants ont été vraiment victimes des exploitants. Donc, il y a un vrai souci sur les migrants victimes de traite et au niveau européen et nous à la CNCDH, une vraie réflexion sur comment lutter contre la traite des êtres humains pour les personnes migrantes. Et ça interroge les États sur leur politique migratoire, en fait. Parce que si les migrants sont vulnérables, c'est parce que la politique migratoire européenne et la politique migratoire de la France les placent dans cette situation de vulnérabilité. Il y a une vraie question sur l'accueil des migrants, l'accompagnement des migrants. Et dernier point de préoccupation, les communautés, ce que l'Europe appelle les communautés marginalisées. Donc, les personnes vulnérables. Donc, pour l'Europe, c'est les personnes issues de la communauté Rome, Roumanie, Bulgarie, les personnes en situation de très grande précarité qui vont être plus susceptibles d'être victimes de traite à des fins d'exploitation par le travail. Donc ça, voilà pour le niveau européen. Alors sur la France, l'évaluation du phénomène en France, comme je le disais pour l'Union européenne, il y a un vrai souci d'évaluation du phénomène, un vrai souci de pouvoir disposer de données fiables sur le nombre de victimes, leur profil, mais aussi qui sont les auteurs, quels sont les profils des auteurs. Mais il faut reconnaître que depuis quelques années, on a fait des progrès en France sur cette évaluation du phénomène. Et il y a un gros travail qui est mené par le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, l'AMIPROF, qui est la mission interministérielle qui est en charge de la lutte contre la traite des êtres humains, et les associations. Donc depuis 3-4 ans, on a un travail conjoint de toutes ces parties prenantes pour essayer d'améliorer les connaissances du phénomène de la traite des êtres humains en France. Et on a donc, depuis 3 ans, eu la publication d'une étude annuellement sur les victimes de la traite en France, qui est menée par l'AMIPROF, l'ONDRP, Office national, Observatoire national de la délinquance et de la répression, j'ai oublié, je suis désolée. Bref, l'ONDRP qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais qui en plus a disparu, n'existe plus, a été remplacé là depuis cette année par un nouvel organisme. Bref, donc l'AMIPROF, le ministère de l'Intérieur et les associations essayent de faire un travail de recensement des victimes de la traite en France. Donc, les dernières données disponibles, ce sont les données de 2019.
Et donc, en 2019, en France, 6 457 victimes avaient été repérées par les associations. Et sur ces 6 457 victimes, 2 573, c'est-à-dire 45%, avaient été accompagnées par les associations. Donc, ça veut dire que les associations avaient pu identifier par leur travail de maraude, l'accueil associatif un certain nombre de victimes, mais ce n'est pas parce qu'elles les avaient repérées ou identifiées qu'elles ont pu après, par la suite, avoir un contact prolongé avec elles, contact assez prolongé pour pouvoir les prendre en charge et les accompagner. Donc, on a finalement une petite proportion des victimes qui sont vraiment prises en charge et accompagnées par les associations. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ces 2573 victimes qui ont été accompagnées par les associations, elles n'ont pas forcément toutes, et loin de là, été prises en charge par les autorités. Ça veut dire que ce n'est pas parce que les victimes sont accompagnées par une association que derrière, il y a une prise en charge par la justice et une reconnaissance du statut de victime. La très grande majorité des victimes ne sont pas reconnues par les autorités. Parce que un des soucis en France, c'est que pour être reconnu victime de traite des êtres humains, il faut être rentré dans un processus judiciaire et il faut que la justice ait reconnu que vous étiez victime. Alors que dans d'autres pays de l'Union européenne et même du Conseil de l'Europe, parce que c'est une des dispositions de la Convention de Varsovie, on n'a pas besoin que la justice ait reconnu le statut de victime pour être considérée comme une victime de traite des êtres humains et pour avoir les droits liés à ce statut de victime des êtres humains. Il y a une spécificité de la France de dire que pour être entre guillemets une vraie victime de traite des êtres humains, il faut avoir été reconnu comme tel par la justice. Donc ça, c'est un des points sur lesquels on travaille beaucoup à la CNCDH, c'est essayer de faire évoluer cette identification, cette reconnaissance du statut de victime. Alors, si je reviens sur les victimes de traite des êtres humains en France, donc, 3/4 des victimes, 75% étaient victimes d'exploitation sexuelle, 19% ont subi des faits d'exploitation par le travail et principalement dans le cadre domestique. 4% ont été exploités à des fins de commettre des délits. 1% ont été exploités à des fins de mendicité forcée. Et puis, on a 1% restant qui est d'autres formes d'exploitation. Donc, sur la totalité des victimes de traite qui avaient été identifiées par les associations, 82% étaient des femmes. Ça, je pense, éventuellement, je pourrais revenir là-dessus. 91% des victimes étaient majeures, donc on a seulement 8% de victimes mineures, avec un bémol, deux bémols. Le premier, c'est que donc c'est 8% de victimes mineures, c'est mineurs au moment où l'association les a identifiées. Ça ne veut pas dire que l'exploitation n'a pas commencé il y a plusieurs années lorsqu'elles étaient mineures. Donc, c'est mineur au moment de l'identification. Et le deuxième bémol plus important, c'est qu'il est difficile pour les associations, pour les autorités, de déterminer la minorité des victimes. Une majorité de ces victimes sont des victimes de nationalité étrangère qui n'ont pas de papier. Et donc, on a de grandes difficultés à déterminer si elles sont mineures ou pas. Donc, on se retrouve dans une situation qui est comparable à la situation qu'on peut avoir pour la détermination de la minorité pour les mineurs non accompagnés, mais avec une difficulté supplémentaire qui est qu'un certain nombre de victimes sont poussées par leurs exploiteurs à dire qu'elles sont majeures.
Pour les mineurs non accompagnés, on a un peu un phénomène inverse où les mineurs disent qu'ils sont mineurs parce qu'ils veulent, enfin, parce qu'ils ont besoin et qu'ils veulent pouvoir bénéficier de la protection de l'enfance en France. Chez les victimes de traite des êtres humains, c'est très différent. Et le meilleur exemple de ça, c'est les femmes nigérianes victimes d'exploitation sexuelle. Donc là, dans le cadre de l'exploitation sexuelle des femmes nigérianes, on a des réseaux très, très organisés depuis le Nigeria et avec des réseaux très implantés en Europe. Et donc, un système qui est vraiment très organisé. Et donc, les exploiteurs conditionnent leurs victimes pour leur dire qu'elles ne doivent absolument pas révéler leur minorité. Elles doivent dire qu'elles sont majeures. Et ce, pour différentes raisons. D'une part, parce que la prostitution des mineurs, ce n'est pas pareil que la prostitution des majeurs, mais aussi parce qu'il y a de la fraude à la demande d'asile. L'objectif des exploiteurs, c'est de faire en sorte que ces femmes bénéficient d'une protection, que le statut de réfugié leur soit reconnu. Et donc, les exploiteurs accompagnent leurs victimes dans la demande d'asile. Et la demande d'asile est faite pour une personne majeure qui se déclare majeure, qui donne une fausse date de naissance et qui est donc. Et on a donc là où c'est très pervers, c'est qu'après on a un document de l'OFPRA avec une demande de droit d'asile, avec une date de naissance et donc une majorité. Et il est très, 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 très difficile, une fois qu'on a ce document, qui est en fait une fraude à la demande d'asile, de venir contester la majorité. Donc, on a énormément de difficultés pour les femmes nigérianes à prouver qu'elles ne sont pas majeures, mais qu'elles sont bien mineures. Donc, on a, dans les chiffres, on a 8% de victimes mineures. Il est probable qu'en fait, le pourcentage soit un petit peu plus important parce qu'il y a tout ce phénomène de conditionnement par les exploiteurs et de fraude à la législation sur le séjour. Donc, voilà pour les mineurs. Alors, sur les nationalités des victimes de traite en France, elles sont très diverses. Donc, on a, d'après les dernières données, il y a 71 nationalités différentes. Mais si on a une certaine diversité de nationalités, en fait, quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, on constate que 80% des victimes sont originaires de seulement 5 pays, dans l'ordre: le Nigeria, la Roumanie, le Maroc, l'Algérie et la Bulgarie. Donc, qui sont les pays d'origine majoritaire des victimes de traite en France. Les victimes nigérianes représentent à elles seules un quart des victimes de traite en France. Et c'est clairement toute la filière de prostitution nigériane. Pour les victimes qui sont originaires des pays d'Europe de l'Est et du Sud, les formes d'exploitation sont plus diversifiées. On va avoir à la fois de l'exploitation sexuelle, de la contrainte à commettre des délits ou de la mendicité forcée. Et pour les victimes qui sont originaires d'Afrique du Nord et les quelques victimes qui sont originaires d'Asie, c'est soit de l'exploitation à des fins sexuelles, soit de l'exploitation par le travail. Quand on regarde l'exploitation par le travail, on constate que 3 victimes sur 4 sont originaires d'Afrique de l'Ouest et 6 victimes sur 10 sont originaires d'Asie. Voilà pour le profil des victimes. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'identification des victimes par les autorités, seulement 28% des victimes identifiées par les associations ont déposé plainte auprès des forces de l'ordre ou auprès du procureur. Et quand bien même elles ont déposé plainte, et qu'il y a donc une action judiciaire qui est enclenchée, ça ne veut pas forcément dire qu'à la fin, elles vont être reconnues comme victimes de traite des êtres humains. Donc, on a un gros problème d'invisibilité des victimes de traite en France.
Alors, sur l'action de la CNCDH en matière de lutte contre la traite des êtres humains, donc nous sommes rapporteurs national indépendants sur la traite des êtres humains depuis 2014, depuis la mise en œuvre du premier plan national de lutte contre la traite des êtres humains. Mais ce n'est pas parce qu'on est rapporteur depuis 2014 qu'on agit que depuis 2014. En fait, 2014, pour nous, c'est un peu une date charnière. Il y a avant 2014 et après 2014. Avant 2014, il y avait déjà une action de la CNCDH en matière de lutte contre la traite des êtres humains, notamment parce qu'on a un rôle à l'international. On avait déjà ce rôle de suivi de la mise en œuvre du protocole de Palerme et de la Convention de Varsovie. Et on a été la première institution publique à se saisir de la question de la traite des êtres humains. Donc, avant 2014, on a été la première institution publique à s'intéresser à la question de la traite et à prendre en charge cette question-là. Il faut savoir que avant 2014, 2013, on va dire, la question de la traite, c'était une question qui était quasi exclusivement prise en charge par les associations. Il n'y avait que les associations et la société civile qui s'intéressaient à cette question-là. C'était une question qui était totalement invisible des pouvoirs publics. Et on a remis la première grosse étude sur la traite des êtres humains en France en 2010. Donc, il nous a fallu 2 ans de travail pour aboutir à cette première étude en 2010 qui s'est accompagnée d'un certain nombre de recommandations à l'intention des pouvoirs publics. Et la première de ces recommandations, c'était de reconnaître le phénomène de traite, de reconnaître son existence en France et d'incriminer la traite des êtres humains dans le code pénal français. Voilà, donc il y a eu un gros travail de visibilisation du phénomène et de sensibilisation du législateur et du gouvernement sur ce phénomène. On a été très aidé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la directive européenne de 2011, qui nous a permis de renforcer notre plaidoyer pour que la législation change. Et on a été très investi dans la préparation de la loi du 5 août 2013, qui est une loi de transposition de différentes dispositions européennes, de transposition de différentes directives européennes, dont la directive de 2011 sur la traite. Et on a fait à ce moment-là, en 2013, fin 2012-2013, on a fait un travail avec les parlementaires pour faire en sorte que la définition de la traite des êtres humains soit la plus juste possible et la plus conforme aux textes internationaux. Et une fois que, donc la loi du 5 août 2013 qui va modifier le code pénal, pour nous, ça a été une étape vraiment importante. Et une fois qu'on a eu cette loi, on a mené avec les associations un travail de plaidoyer auprès du gouvernement pour leur dire, bon, très bien, il y a une loi, mais maintenant, il faut faire en sorte d'appliquer la loi. Et au-delà de ça, il faut faire en sorte de lutter contre le phénomène. Il faut prévenir le phénomène. Donc, il faut mettre en place une vraie politique publique de lutte contre la traite des êtres humains avec un organe chargé de la mise en œuvre de cette politique publique, avec des financements. Voilà. Donc, on a fait tout ce travail de plaidoyer avec les associations qui a abouti à l'adoption en 2014 du premier plan national de lutte contre la traite des êtres humains, plan qui nous a fait par la même occasion rapporteur national sur cette politique publique. Ça peut paraître un peu symbolique, mais la mise en place d'un plan national de lutte, c'est vraiment un élément important parce que c'est la première pierre pour la mise en place d'une coordination au niveau national, pour la mise en place d'une politique pénale, pour une politique d'accompagnement des victimes, une prise en charge des victimes. Voilà. Donc, on a mobilisé toutes nos forces pour l'adoption de ce premier plan, qui n'était pas parfait, et on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais voilà, c'était la première étape.
Et le fait que ce plan nous donne le statut de rapporteur national indépendant, ça nous a permis de devenir un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics dans la lutte contre la traite des êtres humains. On est devenu, grâce à ça, co-constructeur de la politique et on a, à partir de ce moment-là, pu engager un dialogue constructif avec la MIPROF, qui est la mission interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes et de lutte contre la traite des êtres humains. Et voilà, on a vraiment engagé un dialogue constructif avec la MIPROF pour conseiller cette mission interministérielle dans les dispositions qui devraient être prises pour prévenir et lutter contre la traite des êtres humains. Donc, on a ce plan en 2014 qui était un plan 2014-2016. Dans le cadre de ce plan, on a beaucoup collaboré avec la MIPROF. On a fait un travail d'évaluation de la mise en œuvre du plan. Donc en 2017, 6 mois après la fin du premier plan, on a rendu un rapport d'évaluation de la mise en œuvre, rapport qui était très sévère, parce qu'on constatait que si effectivement l'État avait mis la première pierre pour essayer de coordonner la politique, il n'avait pas mis les moyens pour que cette politique soit effective. Donc, on fait un constat très sévère en 2017. Et on va, à partir de là, faire un gros travail de plaidoyer pour qu'il y ait un deuxième plan national d'action contre la traite des êtres humains. Et on va mettre 3 ans à obtenir ce deuxième plan, puisque le deuxième plan, il a été adopté en octobre 2019. Donc, le premier, c'était terminé en décembre 2016 et le deuxième, il a vu le jour en octobre 2019. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que la politique publique de lutte contre la traite des êtres humains soit vraiment une politique portée, financée et qui ait un vrai engagement des pouvoirs publics français dans la lutte contre la traite des êtres humains. Je vais revenir à la fin de l'intervention sur les constats que fait la CNCDH et sur les recommandations qu'elle formule sur la mise en œuvre de la politique publique. Avant ça, je voudrais juste indiquer que pendant toutes ces dernières années, on a joué un rôle important au niveau international et qu'on a beaucoup œuvré au niveau de l'Union européenne, donc puisqu'on fait partie du réseau européen des rapporteurs nationaux indépendants. Et donc, on a beaucoup travaillé avec l'Union européenne sur la mise en place de la stratégie européenne, sur la mise en œuvre de la directive en France, l'effectivité de la directive en France. Donc, il y a tout un travail qui se fait au niveau de l'Union européenne. Et il y a également tout un travail qui se fait au niveau du Conseil de l'Europe. Donc, au niveau du Conseil de l'Europe, il y a un groupe d'experts qui s'appelle le GRETA, qui est chargé de l'évaluation de la mise en œuvre de la Convention au niveau du Conseil de l'Europe. Et on est un des interlocuteurs privilégiés du GRETA. Et le travail du GRETA, c'est pour nous, donc on est un des interlocuteurs privilégiés du GRETA et on attache beaucoup d'importance à cette collaboration avec le GRETA parce que pour nous, c'est un levier extrêmement important. Les rapports du GRETA sur la France sont des rapports qui sont souvent sévères, mais qui ont un impact sur les pouvoirs publics extrêmement important. Donc, on collabore avec le GRETA pour la rédaction de ces rapports parce que c'est pour nous un moyen de faire passer un certain nombre de messages au gouvernement. Et quand ils sont portés par le Conseil de l'Europe, des fois, ils sont un peu plus audibles que quand c'est juste la CNCDH qui les porte. Et en dernier point, on a fait aussi tout un travail de sensibilisation et d'information sur ce qu'est la traite des êtres humains. C'est un travail qu'on fait en collaboration avec la société civile parce qu'il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête. La lutte contre la traite des êtres humains en France, elle est portée majoritairement par les associations. Si les associations n'étaient pas là,
ce serait encore plus catastrophique que ça n'est. Il y a un travail formidable des associations en matière de sensibilisation, de prévention, de formation, d'accompagnement des victimes qui est extraordinaire. Et donc, on fait avec les associations un gros travail, enfin avec elles, en partenariat avec elles, un gros travail de sensibilisation et d'information des professionnels, magistrats, policiers, avocats, travailleurs sociaux, pour les former à cette question de la traite des êtres humains, pour faire en sorte que de plus en plus de professionnels qui sont susceptibles d'être en contact avec des victimes de traite sachent ce que c'est que la traite des êtres humains et sachent comment identifier les victimes de traite des êtres humains. Voilà. Alors, sur les constats et les recommandations de la CNCDH en matière de lutte contre la traite des êtres humains, donc tous nos travaux des dernières années tentent à montrer que s'il y a une bonne volonté affichée de la part du gouvernement, cette bonne volonté ne suffit pas et que la politique publique est loin d'être effective, que les objectifs qui sont affichés dans les plans nationaux d'action sont loin d'être effectifs et que les mesures prévues par les plans sont loin d'être mises en œuvre. Voilà, donc on formule un certain nombre de recommandations pour faire en sorte que les mesures qui sont prévues soient effectivement appliquées, soient effectivement mises en place. Et je vais vous présenter les principales recommandations, celles qui sont les plus importantes pour nous. La première de ces recommandations, elle concerne la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Donc, on est très heureux qu'il existe une mission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains. C'est important, c'est une première étape. Mais il ne faut pas que cette mission interministérielle soit une coquille vide et on a parfois le sentiment qu'elle est une coquille vide. C'est-à-dire que c'est une mission qui, normalement, sur le papier, quand on lit le plan, est chargée de coordonner la lutte, de faire du travail à l'interministériel, de coordonner les actions des différents ministères. Mais dans la réalité, c'est une mission qui n'a que 3 personnes qui travaillent sur la lutte contre la traite des êtres humains. Donc, voilà. Elles ont beau être très impliquées, elles sont que 3 et ça limite tout de suite les capacités d'action. Et surtout, c'est une mission qui n'est pas financée. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget dédié spécifiquement à la lutte contre la traite des êtres humains et la MIPROF n'a pas de budget d'intervention pour pouvoir mener des actions de formation, de sensibilisation, de prévention sur la lutte contre la traite des êtres humains. Donc ça, c'est vraiment un point noir de la lutte contre la traite des êtres humains aujourd'hui en France. Et ça fait partie des recommandations qu'on porte très, très fort. À cela vient s'ajouter le fait que à la CNCDH, on considère qu'il y a un vrai biais en France sur, et je vous l'ai déjà dit, mais je reviens là-dessus, sur la manière d'appréhender la lutte contre la traite des êtres humains. Les pouvoirs publics assimilent traite des êtres humains, exploitation sexuelle, prostitution. Ce qui fait que la majorité des financements qui sont fléchés traite des êtres humains sont des financements qui sont en fait des financements lutte contre la prostitution, lutte contre l'exploitation sexuelle, égalité femmes-hommes. C'est très bien, ce n'est pas le problème. Tout ça, c'est très très bien. Mais ça veut dire qu'il y a tout un pan de la traite des êtres humains qui n'est absolument pas pris en compte et qui n'est pas financé. Voilà, donc on a… Et puis ça veut dire aussi que quand le gouvernement nous dit « oui, mais dans tel programme, telle action, égalité femmes-hommes, il y a une petite partie qui va servir à la lutte contre la prostitution »,
en termes d'affichage et de volume, ça ne va pas, ce n'est pas suffisant parce que c'est une petite action noyée parmi d'autres actions, noyée dans un programme qui est un programme égalité femmes-hommes. Voilà. Donc, il y a un problème de volume du financement et un problème d'affichage du financement. On n'a pas dans la loi de finances, il n'y a pas une action lutte contre la traite des êtres humains. Voilà. Autre point noir pour nous à la CNCDH, c'est la question de l'identification des victimes. Le premier plan prévoyait la mise en place de critères d'identification des victimes pour avoir une sorte de grille de lecture qui permettrait aux différents professionnels, quand ils sont confrontés à une potentielle victime, de l'identifier et de pouvoir dire là, je suis en face d'une personne qui est victime de traite des êtres humains. Alors, cette liste de critères n'a pas été réellement mise en place. On a eu des circulaires du ministère de l'Intérieur, une circulaire du ministère de l'Intérieur, une circulaire du ministère de la Justice sur la traite des êtres humains et dans laquelle il y avait des éléments sur l'identification des victimes. Mais donc c'était bien, c'était un premier pas. On était très contents quand les circulaires sont sortis. Mais le problème, c'est que une fois encore, c'est des petits bouts. C'est une circulaire du ministère de l'Intérieur à destination des policiers et des gendarmes. C'est une circulaire du ministère de la Justice à l'intention des magistrats. Mais il n'y a pas aujourd'hui une liste de critères communs, travaillés, qui pourraient être utilisés par l'ensemble des professionnels qui sont susceptibles d'être en contact avec des victimes de traite. Et donc, nous, on demande, et puis on le demande parce que c'est aussi une obligation internationale, qui est vraiment la mise en place d'un référentiel commun et que la mise en place de ce référentiel commun, ce soit un travail coordonné entre les différents ministères, l'Intérieur, la Justice, le Travail, l'Éducation nationale, le ministère des Solidarités, et avec la société civile et les associations et syndicats. Parce que ceux qui connaissent le mieux les victimes aujourd'hui en France, ce sont les associations qui les accompagnent. Et c'est elles qui pourront aider à mettre en place, à définir ces critères. Donc, il faut que nous, on milite pour qu'il y ait un travail conjoint des autorités publiques et de la société civile pour définir ces critères et mettre en place ces critères. Mais au-delà de ça, une fois qu'on aura mis en place ces critères d'identification, à la CNCDH, on demande qu'il y ait une déconnexion de l'identification des victimes du processus judiciaire. Aujourd'hui, c'est les autorités judiciaires qui disent si une personne est victime ou pas de traite des êtres humains. Or, la Convention de Varsovie, ce n'est pas ce qu'elle dit, ce n'est pas ce qu'elle demande. Elle demande qu'il y ait un mécanisme national d'identification des victimes décorrélé de la procédure judiciaire. Et donc, à la CNCDH, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce mécanisme national. On a vu ce qui se faisait dans d'autres États du Conseil de l'Europe. Et cette année, au mois d'avril, on a remis un avis très structuré, charpenté, sur ce que devrait être ce mécanisme d'identification des victimes au niveau national. Et on fait un certain nombre de recommandations pour que la France mette en place ce mécanisme national d'identification des victimes qui aurait le mérite d'une part de travailler sur des critères définis, des critères communs, et qui surtout aurait le mérite de permettre à ce que les victimes soient identifiées sans forcément rentrer dans la procédure judiciaire. Et pourquoi c'est important d'identifier les victimes? Pourquoi c'est important de pouvoir dire que telle personne est victime de traite des êtres humains? Parce que derrière, ça confère des droits aux victimes. Les victimes, elles ont besoin d'être identifiées, bien sûr, parce qu'il faut pouvoir poursuivre les auteurs, mettre fin à l'exploitation, etc. Mais aussi parce que
ça confère un certain nombre de droits. Ça confère des droits pour les victimes étrangères, ça confère des droits au séjour. Pour toutes les victimes, ça confère des droits à l'hébergement, un droit à un accompagnement. Voilà. Derrière, il y a tout un tas de choses qui doivent s'enclencher et qui ne sont pas enclenchées si le statut n'est pas reconnu. Autre recommandation de la CNCDH en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est la question de la formation des différents professionnels. Alors là, voilà, en l'espace de 5 ans, on a fait énormément de progrès. Il y a de plus en plus de professionnels qui sont formés à ces questions-là, mais ça n'est pas suffisant. Et nous, on plaide vraiment pour que dans les formations initiales, et pas seulement dans les formations continues, dans les formations initiales de magistrats, de policiers, de gendarmes, il y ait des modules sur la traite des êtres humains. Parce que le phénomène est complexe, compliqué, et que bien souvent, magistrats, gendarmes ont du mal à identifier le crime de l'infraction de traite des êtres humains quand ils ont affaire à une infraction de traite des êtres humains. Et puis plus largement, on souhaiterait que les travailleurs sociaux, les éducateurs, les médecins, les infirmières, enfin le personnel hospitalier soient aussi formés à au moins sensibilisés à la question de la traite des êtres humains, parce que ce sont des personnes qui sont susceptibles d'être confrontées à des victimes. Et que là encore, il faudrait qu'ils puissent les identifier. Sauf que par exemple, une infirmière dans un service d'urgence à l'hôpital reçoit une femme victime d'exploitation sexuelle, bon, elle ne va pas avoir le petit signal d'alarme qui va s'allumer dans sa tête pour se dire, là, il y a quelque chose. Voilà, cette femme, elle est victime, elle est probablement victime de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Derrière, il y a quelque chose, il y a un réseau, voilà. Donc, il faut multiplier ces formations et les professionnels qui sont bénéficiaires de ces formations. Dernier élément peut-être, mais éventuellement après, on pourra compléter. Deux éléments encore sur les recommandations de la CNCDH. On recommande l'augmentation des capacités d'hébergement et de mise à l'abri des victimes de la traite des êtres humains. En France, on a un dispositif qui fonctionne très bien, qui s'appelle le dispositif Accès, qui est un dispositif de mise à l'abri des victimes et d'hébergement des victimes de traite des êtres humains. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années, qui marche bien avec des centres d'accueil et d'hébergement, avec des personnels formés à la question de la traite des êtres humains, qui peuvent vraiment accompagner les victimes, etc. Le problème, c'est que le dispositif, il est saturé. Mais vraiment saturé, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de place dans le dispositif Accès et que très vite il est plein. Donc quand on a identifié des victimes, souvent les associations, elles sont un peu désemparées parce que bon, elles ont identifié des victimes, mais après comment elles font? Elles ne peuvent pas les mettre à l'abri, elles peuvent pas, il n'y a pas d'hébergement, voilà. Donc, c'est très compliqué. Après, on a conscience à la CNCDH que le problème, il est plus large que juste l'hébergement des victimes de traite, qu'il y a un problème d'hébergement d'urgence en France et il y a un problème d'hébergement d'urgence et de logement en France. Donc, la question est plus large, mais on a eu l'occasion de se prononcer aussi sur ces questions-là par ailleurs. Et dernier point, la question des mineurs victimes de traite des êtres humains en France. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un souci d'identification de la minorité, de reconnaissance de la minorité, mais il y a aussi un autre problème, c'est une difficulté des autorités de police et de justice
à, considérer que les mineurs victimes de traite sont bien des victimes. Parce que une des spécificités de la traite des mineurs, c'est que pour une partie, ces mineurs sont aussi des délinquants ou sont aussi considérés comme des délinquants. Nous, à la CNCDH, on considère qu'ils ne sont pas délinquants. Ils sont victimes. Et c'est parce qu'ils sont victimes de traite qu'ils commettent des délits. Et donc, on fait tout un travail auprès des magistrats et des officiers de police pour dire ces mineurs doivent être considérés comme des victimes. Vous ne pouvez pas les considérer comme des délinquants. Ce sont des victimes et ils doivent être protégés comme tels et ils doivent bénéficier de la protection de l'enfance et pas de la protection judiciaire. Alors, les choses s'améliorent. Moi, je le vois quand je fais des interventions auprès de magistrats, je vois bien que ça bouge un peu, mais c'est encore très compliqué. Et on a énormément de mineurs victimes de traite des êtres humains qui sont pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, alors qu'en fait, ils ne sont pas délinquants, pas des délinquants. Donc là, il y a encore un gros travail à faire avec la justice et avec l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Donc, j'ai été un petit peu longue. J'espère que la présentation vous a convenu. J'ai été un peu large aussi parce que voilà, j'ai cru comprendre que parmi les étudiants, il y avait des connaissances un peu différentes du phénomène. Mais si vous avez besoin d'éléments plus précis ou d'indications plus précises, je suis prête à répondre à toutes vos questions.